Avez-vous déjà senti le sol se dérober sous vos pieds? Pas dans un rêve, mais en plein jour, entouré d'étrangers. Pour Isabella Ruiz, cet instant arriva entre une gorgée de café tiède et l'explosion de son mariage de 15 ans. Elle fut attirée dans un piège public par l'homme qu'elle aimait. Une mise en scène conçue dans un but unique. Son humiliation totale aux mains de sa maîtresse. Les chuchotements, les regards, les paroles venimeuses. C'était un cauchemar se déroulant en temps réel. Elle était acculée et seule, sans issue. Mais dans un coin tranquille de cette cafétéria animée, était assise une personne qui connaissait la vérité, un témoin unique sur le point de se lever et de démanteler toute la farce d'une manière que personne, et encore moins le mari d'Isabella, n'aurait pu prédire. Isabella Ruiz croyait en la vie qu'elle avait construite. De l'extérieur, elle était parfaite, un édifice de succès et de bonheur méticuleusement conçu. Son foyer, un vaste chef-d'œuvre contemporain dans la banlieue de Barcelone, était apparu une fois dans un magazine d'architecture. C'était, bien sûr, une conception de son mari, Ricardo. Ricardo, associé principal de la prestigieuse firme de conseil Sol y Mar, était l'architecte de toute sa vie. Isabella avait été son soutien, sa confidente et la force silencieuse qui gérait chaque détail de son monde pour qu'il puisse se concentrer sur son ascension fulgurante. 15 ans auparavant, Isabella avait été une photographe d'architecture prometteuse, avec un œil aiguisé pour la forme et la lumière. Elle avait rencontré Ricardo lors du vernissage d'une galerie où son œuvre était exposée. Il était charmant, brillant, et voyait le monde avec des lignes audacieuses et ambitieuses qui reflétaient ses propres sensibilités artistiques. Il l'avait conquise avec des promesses d'un partenariat, une vie construite brique après brique. Mais lentement et imperceptiblement, le partenariat avait changé. Son équipement photographique commença à prendre la poussière dans le grenier, tandis que gérer son agenda social, organiser des dîners pour ses clients et s'assurer que leur maison soit un reflet parfait de son statut devint son travail à temps plein et sans rémunération. « Jess, tu es la seule en qui j'ai confiance pour que cela se passe bien », disait-il avec la main sur son dos, sa voix un doux baume de persuasion. Ce dîner pour le conseil est plus important que n'importe quelle séance photo. Et elle, l'aimant, l'avait cru. Les fissures, quand elles commencèrent à apparaître, étaient de fines fractures faciles à ignorer. Elles commencèrent comme de petits changements dans sa routine. Les nuits tardives au bureau se firent plus fréquentes, souvent suivies par le léger et inconnu arôme d'un parfum qui n'était pas le sien, accroché à sa veste. Il rejetait ses questions d'un geste de la main. « Date limite de projet, chérie, c'est mortel. » Ensuite vint la distance émotionnelle. Les conversations devinrent transactionnelles, tournant autour des horaires et des finances. Ses compliments, autrefois poétiques et spécifiques, devinrent génériques. « Tu es bien », disait-il avec les yeux déjà sur son téléphone, naviguant dans ses emails. L'homme qui remarquait autrefois le moindre changement dans sa coupe de cheveux semblait maintenant à peine la remarquer dans la pièce. Isabella essaya de combler le fossé grandissant. Elle planifiait des soirées en amoureux, réservait des escapades le week-end et essayait de raviver l'étincelle qui avait brûlé autrefois avec tant d'intensité. Mais c'était comme essayer d'allumer un feu avec du bois humide. Il était présent de corps, mais absent d'esprit, son esprit perpétuellement ailleurs. Il développa l'habitude cruelle de retourner ses inquiétudes contre elle. Un après-midi, elle le confronta au sujet d'une facture de carte de crédit montrant un débit pour un dîner de 400 € au Botanico, un restaurant où ils n'étaient pas allés ensemble depuis des années. « J'ai vu le débit, Ricardo. Avec qui étais-tu » demanda-t-elle,
sa voix tremblant légèrement. Il ne leva même pas les yeux de son ordinateur portable. C'était une réunion avec un client, un nouveau compte de Zurich. Tu sais comment ça marche, Isabella? Nous devons les gâter. Un client à 22 heures un samedi? Il la regarda enfin. Son expression était un mélange parfait de condescendance et de pitié. Sérieusement, on va faire ça? Je me tue pour nous offrir cette vie, et toi tu es là à questionner mes notes de frais comme une sorte de comptable forensique. Honnêtement, cette insécurité devient épuisante. Elle se recroquevilla comme si on l'avait frappée. Insécurité. C'était son nouveau mot préféré pour elle. Ses questions valides, ses pressentiments que quelque chose n'allait terriblement pas, tout était rejeté comme son propre échec émotionnel. Il était un maître de la manipulation mentale, lui faisant sentir que c'était elle qui s'effondrait, la paranoïaque et ingrate. La discussion se termina comme toutes les autres, avec elle s'excusant, se sentant petite et bête, et lui pardonnant magnanimement pour son épisode. La véritable alarme, celle qu'elle ne put ignorer, sonna 1 mois plus tard. Ricardo était sous la douche et son deuxième téléphone, son téléphone professionnel, qui était normalement collé à sa main, vibra sur la table de nuit. Isabella n'avait jamais envahi sa vie privée auparavant. C'était une ligne qu'elle n'avait jamais envisagé de franchir, mais une peur primitive et instinctive s'empara d'elle. Ses mains tremblèrent alors qu'elle le prenait. Il était déverrouillé. Une série de messages apparut sur l'écran d'un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Claudia. Claudia, la nuit dernière était incroyable. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Claudia, je viens de réserver la suite à l'hôtel Ars pour le week-end prochain. Comme tu voulais ma petite surprise pour toi. J'ai hâte de t'avoir rien que pour moi à nouveau. Claudia, as-tu déjà parlé avec elle? Tu avais promis que tu le ferais. Bientôt, Ricardo. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi dans l'ombre. L'écran devint flou, tandis que les larmes remplissaient les yeux d'Isabella. Ce n'était pas seulement la confirmation de l'aventure, c'était l'intimité décontractée, les plans partagés, la finalité glaçante de ce dernier message. As-tu déjà parlé avec elle? Elle n'était plus Isabella. Elle était un obstacle, un problème à résoudre. La vie qu'elle croyait construire avec Ricardo était un mensonge. La cage dorée dans laquelle elle vivait n'était pas un foyer, c'était une scène. Et elle était l'actrice inconsciente, dont le rôle était sur le point d'être effacé du scénario. L'effroi froid et dur qui l'envahit fut rapidement remplacé par autre chose, une rage lente, brûlante et clarificatrice. La représentation était terminée. Les jours qui suivirent la découverte des S, MS furent des limbes étranges et surréalistes. Isabella se déplaçait dans sa vie avec une grâce fragile et apathique, l'automate de l'épouse parfaite. Elle préparait le café, discutait de l'emploi du temps de Ricardo et souriait à ses voisins. Tout cela pendant qu'un cri silencieux était piégé dans sa poitrine. La connaissance de sa trahison était une présence physique, une pierre froide dans son estomac. Chaque mot qu'il prononçait maintenant était filtré à travers la lentille de sa tromperie. Son « je t'aime » prononcé en partant travailler ressemblait à une gifle. Elle avait besoin de plus que de simples S, MS. Elle avait besoin de le voir pour comprendre l'étendue de la vie qu'il vivait sans elle. La partie d'elle qui était artiste, la partie qui observait, qui cadrait la vérité à travers un objectif, prit le dessus. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas encore. Il s'agissait de récupérer sa propre santé mentale, de se prouver à elle-même qu'elle n'était pas la femme incertaine et paranoïaque qu'il avait peinte. Ses vieilles compétences lui revinrent. Elle fut méthodique. Elle commença par ses finances, obtenant l'accès au relevé bancaire complet des cartes de crédit
qu'il pensait qu'elle ne vérifiait jamais. Là se trouvait une vie dans l'ombre documentée en chiffres froids et durs. Déjeuners hebdomadaires dans des restaurants coûteux du centre, débits de boutiques de lingerie où elle n'avait jamais mis les pieds, un paiement récurrent à un complexe d'appartements de luxe dans le quartier moderne de Poblenou. Une adresse qu'elle ne reconnaissait pas. Son cœur martelait contre ses côtes pendant qu'elle tapait l'adresse sur Google Maps. Un élégant gratte-ciel de verre et d'acier. Un nid d'amour. Non seulement il avait une aventure, mais il finançait une seconde vie. L'étape suivante fut plus difficile. Elle devait savoir qui était Claudia. Une recherche rapide dans le serveur professionnel de Ricardo. Son mot de passe était pathétiquement prévisible. Le nom de son premier chien. Il afficha l'annuaire de l'entreprise. Elle fit défiler les noms, retenant son souffle. Là se trouvait Claudia Navarro, associée marketing junior, à peine 26 ans. La photo montrait une jeune femme brillante et ambitieuse, avec des yeux perçants et un sourire répété. Elle était belle d'une manière générique et intimidante, le genre de femme qu'Isabella voyait dans les magazines, irradiant une énergie confiante et impitoyable. La découverte fut une nouvelle pointe de douleur. Ce n'était pas juste une aventure au hasard, c'était quelqu'un à l'intérieur de son propre monde, quelqu'un qu'il voyait tous les jours. La dernière pièce du puzzle s'emboîta quelques jours plus tard. Une amie, Sophia, l'appela, sa voix hésitante. « Isabella, je ne sais pas comment dire ça, mais aujourd'hui je déjeunais dans l'Exemple et j'ai vu Ricardo. Il était avec une jeune blonde. Ils étaient très proches, se tenant de la main à table. Je ne t'aurais pas appelé, mais ça semblait très sérieux. » Isabella ressentit une étrange sensation de calme. « Merci de me le dire, Sophia. J'apprécie ton honnêteté. » Il ne restait plus de surprise, juste une confirmation sombre et lasse. Les fondations de son monde s'étaient effondrées et elle se tenait maintenant parmi les décombres. Ce soir-là, elle décida qu'elle le confronterait. Elle attendit qu'il rentre à la maison, sa détermination se durcissant avec chaque tic-tac de l'horloge. Il entra vers 21 heures, desserrant sa cravate et soupirant dramatiquement. « Tu ne croirais pas la journée que j'ai eue. Le comte des Martinets menace de partir. J'ai mal à la tête. » Il préparait le terrain, se positionnant préventivement comme le mari stressé et surchargé de travail qui ne pouvait gérer aucun drame émotionnel. Isabella ne tombait plus dans le panneau. Elle se tint au centre de son salon caverneux, les bras croisés. « Nous avons besoin de parler, Ricardo. » Il jeta sa mallette sur une chaise en cuir. « Ça peut attendre, Isabella. Je ne suis vraiment pas d'humeur. »« Non, » dit-elle, sa voix calme mais ferme, coupant sa fatigue fabriquée. « Ça ne peut pas. Je sais pour Claudia Navarro, je sais pour l'appartement à Poblenou, pour les déjeuners et les week-ends. Je sais tout. » Le changement sur son visage fut instantané. La fatigue s'évanouit, remplacée par une froideur calculatrice. Il ne semblait ni coupable ni honteux. Il semblait agacé, comme si elle avait découvert un problème logistique qu'il devait maintenant résoudre. « Je vois, » dit-il lentement, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Tu as espionné. » « Je me suis réveillé, » le corrigea-t-elle. « Dis-moi, Ricardo, depuis combien de temps ça dure? » Il lâcha un rire court et sans humour. « Quelle importance! Écoute, Isabella, ce n'est évidemment pas ainsi que je voulais que tu l'apprennes. Les choses entre nous ne vont pas bien depuis longtemps. Tu dois l'admettre. » Là se trouvait à nouveau le changement, la faute. L'insinuation subtile que c'était d'une certaine manière sa faute, que son malheur ou son insécurité l'avait poussé dans les bras d'une autre femme. « N'ose pas rejeter la faute sur moi, » siffla-t-elle,
la rage brisant enfin sa composture. « Ne reste pas là dans le foyer que j'ai fait pour toi, à prétendre que tu es la victime ici. » Il leva les mains dans un geste de fausse reddition. « D'accord, d'accord, tu es énervé. Je comprends. C'est un désastre. » Il s'approcha du chariot de bord et se servit un whisky en lui tournant le dos. « J'allais te le dire. J'essayais de trouver le bon moment. Le bon moment, après l'avoir installé dans un appartement que tu as payé avec notre argent. » Il se retourna en agitant le liquide ambré dans son verre. Ses yeux étaient froids. « Ce n'est pas l'endroit pour cette conversation. C'est trop émotionnel, trop chargé. Nous devons être des adultes rationnels. Retrouvons-nous pour le brunch samedi. Nous pourrons parler de tout en terrain neutre, avec calme. » Isabella le regarda déconcertée. Brunch. Il voulait programmer la dissolution de leur mariage comme une réunion d'affaires. Terrain neutre. « Tu veux discuter de la fin de notre vie ensemble devant des œufs bénédicts? C'est mieux que de nous crier dessus ici, dit-il doucement. El Cuchara Dorada, samedi midi. Nous pourrons parler de l'avenir, des arrangements, de tout. Nous pourrons être civilisés. Pour nous. » Une partie d'elle, la partie logique et averse au conflit qu'il avait cultivé pendant des années, voulait accepter. Peut-être qu'un lieu public l'empêcherait d'être cruel. Peut-être que cela les obligerait à une apparence de civilité. Mais un autre instinct plus primitif criait que c'était un piège. Son calme était inquiétant. Son virement rapide vers une réunion publique semblait stratégique, non conciliant. Mais quel choix avait-elle? Il refusa d'en discuter davantage, se retirant derrière un mur de langage corporel distant. « Bien, » dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « El Cuchara Dorada, samedi. » Il acquiesça satisfait. « Bien, maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai quelques appels tôt demain. » Il termina son whisky et monta les escaliers, non vers leur chambre, mais vers la chambre d'amis, fermant la porte fermement derrière lui. Isabella resta seule dans la maison silencieuse, le chef-d'œuvre de l'architecte, sentant la certitude glaçante qu'elle n'était pas invitée à une discussion civilisée. Elle était convoquée à une exécution. Les 2 jours précédant le brunch du samedi furent les plus longs de la vie d'Isabella. La maison, qui fut autrefois un symbole de leur succès partagé avec Ricardo, ressemblait maintenant à un mausolée. Chaque objet gardait un souvenir qui était maintenant contaminé, une relique d'une vie qui était un mensonge. Ricardo resta dans la chambre d'amis et leurs interactions furent courtes et froides, comme 2 partenaires commerciaux hostiles obligés de partager un espace de travail. Il était exaspérément poli, ce qui était d'une certaine manière pire que la colère ouverte. C'était une performance, une façon de signaler qu'il était le rationnel, celui qui avait le contrôle. Isabella, pendant ce temps, se sentait comme un câble sous tension. Elle oscillait entre une tristesse déchirante et une rage furieuse et responsabilisante. À un moment, elle pleurait sur une photo de son mariage, et l'instant d'après, elle cataloguait mentalement chaque actif pour l'imminent divorce. Elle appela une avocate, une femme astucieuse et directe nommée Elena, qui lui donna quelques conseils francs mais nécessaires. « Documente tout, Isabella », avait dit Elena au téléphone. « N'accepte rien verbalement, et pour l'amour de Dieu, sois prudente. Un homme comme ton mari, un narcissique avec une image publique à protéger, est plus dangereux quand il sent que son contrôle lui échappe. Cette réunion publique ressemble à un jeu de pouvoir. Il prépare le terrain. Ne le laisse pas diriger le spectacle. » Les mots d'Elena résonnèrent dans son esprit alors qu'elle se préparait le samedi matin. Elle choisit sa tenue
avec un soin délibéré. Pas le vêtement sombre et blessé d'une victime, mais une robe vert émeraude profond, élégante et faite sur mesure. C'était une robe que Ricardo avait toujours dit être trop audacieuse pour elle. Elle se maquilla en définissant ses yeux, ajoutant une touche de couleur à ses lèvres. C'était une armure. Elle n'allait pas à cette réunion comme l'épouse brisée. Elle y allait comme Isabella Ruiz, une femme sur le point de réclamer sa vie. El Cuchara Dorada était le décor parfait pour le type de guerre psychologique de Ricardo. C'était un lieu élégant et ensoleillé pour le brunch dans le quartier gothique, connu pour son menu exorbitant et sa clientèle de mondains et de magnats. C'était un lieu construit sur les apparences où les gens allaient pour voir et être vus. Les chuchotements étaient de la monnaie et une scène publique était le suicide social. En choisissant cet emplacement, Ricardo s'assurait qu'elle se comporterait du mieux possible, trop mortifiée pour causer un scandale. Il lui enlevait son pouvoir avant même qu'elle ne passe la porte. Quand elle arriva, Ricardo était déjà assis à une table proéminente au centre de la salle. Il se leva alors qu'elle approchait, un petit sourire répété sur le visage, comme s'ils étaient n'importe quel autre couple se réunissant pour un repas de week-end. « Isabella, tu es impactante, » dit-il, ses yeux lui donnant un scan rapide et évaluateur. Ce n'était pas un compliment, c'était une évaluation de son opposant. « Finissons-en, Ricardo, » dit-elle, sa voix basse alors qu'elle s'asseyait. L'air entre eux crépitait d'une animosité tacite. Un serveur s'approcha, mais Ricardo le renvoya d'un geste. « Nous attendrons quelques minutes avant de commander, » dit-il doucement. Puis il reporta son attention sur Isabella. « Écoute, je sais que tu es en colère, mais je veux que nous gérions cela avec dignité. Il y a des actifs à discuter, la maison. Nous avons beaucoup à démêler. » Il parla sur des tons calmes et mesurés, exposant la logistique de leur séparation, comme s'il dessinait une fusion corporative. Il parla d'équité et de respect mutuel, une ironie nauséabonde qui retournait l'estomac d'Isabella. Elle remarqua qu'il continuait de regarder vers l'entrée, un tic subtil, presque imperceptible. Il attendait quelque chose ou quelqu'un. « Qu'est-ce que c'est, Ricardo ?» demanda-t-elle finalement, en interrompant son monologue. « Parce que j'ai l'impression d'être dans une négociation d'affaires. Où est l'homme qui a pleuré le jour de notre mariage? Où est l'homme qui m'a tenu la main pendant 12 heures quand mon père était à l'hôpital? As-tu jamais existé? » Un éclair de quelque chose ressemblant à la culpabilité traversa son visage, avant d'être remplacé par son masque de froideur distante. « Les gens changent, Isabella. Nous nous sommes éloignés. Ça arrive. »« Nous ne nous sommes pas éloignés, » répliqua-t-elle, sa voix montant légèrement. « Tu m'as menti systématiquement pendant que tu construisais une vie séparée avec une jeune femme de 26 ans de ton bureau. » Il se pencha, sa voix descendant à un murmure âpre. « Baisse la voix. Tu voulais parler. Alors parlons. Je suis disposé à être très généreux dans l'accord, plus que généreux, mais seulement si cela se gère proprement, sans drame. » C'était une menace déguisée dans le langage d'une transaction. « Comporte-toi bien ou je te ruinerai financièrement. » Et alors elle le vit. Son regard se dirigea de nouveau vers la porte, et cette fois un petit sourire toucha ses lèvres. Isabella tourna la tête, suivant sa ligne de vision. Marchant vers sa table se trouvait Claudia Navarro. Elle portait une robe blanche ajustée qui laissait peu de place à l'imagination. Ses cheveux blonds étaient parfaits, son maquillage impeccable. Elle se déplaçait avec la confiance prédatrice d'une femme qui savait qu'elle avait gagné. Ses yeux étaient fixés sur Isabella, et son sourire était un triomphe pur et sans mélange. Le sang d'Isabella se glaça. Ce n'était pas une discussion.
Ce n'était pas une négociation, c'était une embuscade. Ricardo ne l'avait pas amené ici pour parler. Il l'avait amené ici pour être remplacé, pour qu'on lui montre sa successeur, pour être humilié jusqu'à la soumission dans une salle pleine de l'élite de la ville. Les mots d'Helena résonnèrent dans ses oreilles. Il prépare le terrain. Ne le laisse pas diriger le spectacle. Mais tandis que Claudia approchait une chaise sans invitation et s'asseyait à sa table, une vague nauséabonde d'effroi envahit Isabella. Elle avait marché directement vers le centre de la scène et les rideaux commençaient à peine à se lever sur son spectacle d'horreur personnelle. À l'instant où Claudia Navarro s'assit, l'air à la table devint dense et étouffant. Le murmure ambiant del cuchara dorada, le tintement des coupes de champagne et les couverts en argent, tout sembla s'évanouir en un rugissement sourd et distant. Le monde d'Isabella s'était réduit aux 3 pieds d'espace occupés par son mari, sa maîtresse et elle-même. Claudia ne regarda même pas Ricardo. Tout son focus, aigu et malicieux, était sur Isabella. Elle posa son sac de créateur sur la table avec un coup doux, un geste territorial. Alors, commença Claudia, sa voix un peu trop forte, attirant l'attention des tables adjacentes. « Tu dois être Isabella. Ricardo m'a beaucoup parlé de toi. » La condescendance était palpable. Isabella sentit une bouffée de chaleur monter dans son cou. Elle regarda Ricardo en espérant qu'il dise quelque chose, qu'il intervienne, qu'il gère la situation qu'il avait si clairement orchestrée. Il s'assit simplement là, un observateur passif, avec une expression faible et illisible sur son visage. Il appréciait cela. Il observait pour voir ce qu'elle ferait. Isabella respira profondément, se forçant à garder son calme. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction d'une scène hystérique. Elle tourna son regard vers Claudia, ses yeux aussi froids qu'elle put les faire. « Et toi, tu dois être l'associé junior qui croit que coucher avec son patron est une stratégie de carrière viable. Il ne m'a absolument rien dit sur toi. » Un éclair de surprise traversa le visage de Claudia avant que son sourire triomphant ne revienne, plus dur cette fois. « Oh, il m'a beaucoup dit. Il m'a dit comment vous deux n'avez pas vraiment connecté depuis des années. Comment tu t'es négligé. Comment tu es plus une gestionnaire d'affaires qu'une épouse. » Chaque mot était un dard empoisonné, lancé avec précision. C'étaient les mots de Ricardo, Isabella le savait, tordus et convertis en armes par cette femme plus jeune. C'étaient les critiques privées et insidieuses qu'il avait utilisées pour saper sa confiance pendant des années, maintenant transmises en public. « Que veux-tu, Claudia ?» demanda Isabella, sa voix tendue. « Ce que je veux ce que j'ai déjà, » dit-elle, sa voix dégoulinant de venin. Elle leva sa main gauche et la plaça sur la table, montrant une délicate bague en diamant à son 4e doigt. Ce n'était pas une bague de fiançailles, mais c'était significatif, un symbole clair. « Je veux Ricardo et il me veut. Nous sommes amoureux. Il est trop décent pour te mettre à la rue sans une conversation. Il sentait qu'il te le devait. » Le mot « décent » flotta dans l'air, une grotesque perversion de la vérité. Isabella regarda la bague, puis le visage impassible de Ricardo. Il ne la regarda même pas dans les yeux. C'était un lâche caché derrière sa maîtresse. « C'est ça, Ricardo ?» dit Isabella, sa voix dangereusement calme. « Tu m'as amené ici pour que ta petite amie fasse ton sale boulot pour toi ?» Ricardo parla enfin, son ton conciliant. « Maintenant, Isabella, ne soyons pas dramatiques. Claudia essaie juste d'être honnête. Nous avons tous besoin d'être honnêtes si nous voulons aller de l'avant. » Aller de l'avant. Le rire d'Isabella fut un son aigu et amer. « Tu veux dire après que vous deux ayez fini de démolir ma vie? Quelle est la prochaine étape?
Tu veux que je te fasse tes valises? Claudia se pencha, sa voix descendant à un murmure conspirateur qui était d'une certaine manière plus perçant qu'un cri. En réalité, je l'ai déjà fait. Ses affaires sont chez moi, l'appartement qu'il paie. Tu sais, celui qui a une vue incroyable sur la ville. Il dit que la vue depuis ta maison en banlieue est si ennuyeuse, si domestique. L'humiliation était une force physique qui l'oppressait, lui volant l'air des poumons. Les gens aux tables environnantes regardaient maintenant ouvertement leur brunch oublié. Ils assistaient à un sport sanglant et elle était la proie. C'était le plan de Ricardo tout le temps, briser son esprit si profondément qu'elle accepterait n'importe quelle miette qu'il lui jetterait dans le divorce. Elle serait trop honteuse pour se battre, trop brisée pour exiger ce qui lui était dû. Elle disparaîtrait simplement en silence. Elle sentit le picotement des larmes derrière ses yeux et les retint avec chaque gramme de sa volonté. Elle ne pleurerait pas. Elle ne leur donnerait pas cette victoire. Elle se leva, ses mains tremblantes. « J'ai fini », dit sa voix tremblante mais claire. « Je ne resterai pas assise ici pour ça. » Mais quand elle se retourna pour partir, la voix de Claudia, aiguë et cruelle, coupa l'air, l'arrêtant net. « Fuir. Est-ce ce que tu fais toujours? Ce n'est pas étonnant qu'il se soit autant ennuyé. Il a besoin d'une femme qui se batte pour ce qu'elle veut. Pas une maîtresse de maison décolorée qui a renoncé à sa vie il y a des années. » Isabella resta immobile dos à la table. L'insulte fit mouche, frappant le cœur de son insécurité la plus profonde, le sacrifice de sa carrière, la vie qu'elle avait abandonnée pour lui. Lentement, elle se tourna, ses yeux fixés dans ceux de Claudia. Le visage de la femme plus jeune était un masque de certitude complaisante. Elle croyait qu'elle avait toutes les cartes. Elle avait l'homme, l'appartement, l'avenir. Et à ce moment, au centre de ce restaurant silencieux et expectant, il semblait certainement que oui. Isabella se sentit complètement et absolument seule, piégée dans le feu croisé d'une bataille qu'elle ne savait même pas qu'elle était supposée livrer. L'embuscade était complète. Le restaurant était maintenant étrangement silencieux. Le bruit ambiant avait cessé, remplacé par un silence concentré et prédateur. Chaque convive à El Cuchara Dorada était devenu un membre de l'audience pour la crucifixion publique d'Isabella. Ses jambes semblaient faibles, mais elle refusa de se rasseoir. Elle resta là, piégée dans le centre d'attention de douzaines d'yeux curieux. Claudia, sentant qu'elle avait Isabella dans les cordes, décida de presser son avantage, aller pour la mise à mort. Elle se leva aussi, raccourcissant la distance entre elles, créant un tableau de confrontation directe pour que toute la salle le voie. « Tu sais, j'ai presque pitié de toi, » dit Claudia. Sa voix teinte de fausse pitié. Elle fit un geste vers la salle opulente. « Tu crois que tout ça, la grande maison, les restaurants élégants, fait de toi sa partenaire? Mais tu es juste la conservatrice de son musée. Moi, je suis son avenir. Nous construisons quelque chose de réel. » Ensuite, elle se lança dans un monologue brutal et détaillé conçu pour infliger le maximum de douleur. Elle parla de moments intimes avec Ricardo, de blagues partagées, de plans futurs. Elle mentionna les vacances qu'ils avaient déjà réservées à Santorin, un voyage dont Isabella rêvait depuis une décennie, avec un classeur plein d'idées pour cela dans son bureau à la maison. Ricardo et moi connectons à un niveau intellectuel que tu ne peux simplement pas comprendre, continua Claudia, sa voix s'élevant avec une ferveur justicière. Nous parlons de son travail, de ses ambitions. Il dit que parler avec toi, c'est comme lire un journal d'hier. Tu ne comprends simplement pas la pression sous laquelle il est. Isabella regarda Ricardo, qui examinait maintenant consciencieusement un verre d'eau, refusant de participer.
Son silence était sa complicité. Il sanctionnait cela. Il permettait que cette femme détruise systématiquement 15 ans de sa vie. Chaque souvenir partagé, chaque sacrifice qu'Isabella avait fait, et le repeigne comme une farce ennuyeuse et sans amour. Claudia n'avait pas fini. Elle dirigea son attaque sur l'apparence d'Isabella. « Il m'a acheté cette robe la semaine dernière », dit-elle en passant une main sur sa hanche. « Il a dit qu'il adore comme je n'ai pas peur de montrer ma silhouette. Il a dit que c'est rafraîchissant d'être avec une femme qui est encore fière d'elle-même. » L'implication était claire et horrible. Chaque nuit qu'Isabella était restée éveillée à équilibrer ses comptes, chaque week-end qu'elle avait passé à planifier un dîner corporatif au lieu d'aller à la salle de sport, chaque ligne d'inquiétude sur son visage pour gérer leur vie complexe, tout était utilisé comme preuve de son échec. Comme femme, comme épouse. Le coup final arriva quand Claudia mit la main dans son sac et sortit une petite boîte en velours pour bijoux. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une paire de superbes boucles d'oreilles en saphir, exactement celles qu'Isabella avait montrées dans une vitrine de Tiffany lors de leur anniversaire le mois passé. Ricardo avait affirmé qu'il ne pouvait pas se les permettre, qu'ils devaient être plus frugaux. « Il m'a donné ça hier soir », dit Claudia, sa voix douce et triomphante. « Il a dit que le bleu est la couleur des nouveaux départs, notre nouveau départ. » C'était tout, la dernière et insupportable pièce de cruauté. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité, il s'agissait d'un mépris profond et calculé. Il ne l'avait pas seulement trompée, mais il avait pris activement ses rêves, ses désirs, et les avait donnés à une autre personne. Il avait fait une moquerie de sa propre identité. Une seule larme s'échappa finalement et traça un chemin chaud sur la joue d'Isabella. Elle l'essuya avec colère. Les chuchotements dans la salle se firent plus forts. Elle pouvait sentir le jugement, la pitié, la curiosité morbide des spectateurs. C'était un spectacle. L'épouse âgée et folle, étant remplacée publiquement par le modèle plus récent. C'était un cliché humiliant et misogyne, et elle était sa star involontaire. « Es-tu satisfait? » La voix d'Isabella était un murmure brut et brisé dirigé vers Ricardo. « Est-ce que ce que tu voulais? Mon humiliation est complète. » Ricardo leva finalement les yeux avec une expression de douleur sur son visage, si fausse, si théâtrale, qu'elle était obscène. « Isabella, je t'ai dit que je ne voulais pas un spectacle. C'est toi qui deviens émotionnelle. Claudia essaie juste d'être honnête sur la réalité de la situation. L'audace de sa manipulation mentale, de lui essayant de la présenter comme l'hystérique dans une situation qu'il avait orchestrée, était stupéfiante. Il allait s'asseoir là et laisser cela arriver, et ensuite la blâmer, elle, pour sa propre douleur. Isabella sentit une profonde sensation de désespoir l'envahir. Elle avait été dépassée, surpassée en nombre et complètement seule. Claudia souriait avec suffisance. Ricardo jouait la victime, et le monde l'observait s'effondrer. Il n'y avait pas d'échappatoire, elle avait perdu. La vie qu'elle connaissait était terminée, et elle se terminait ici même, dans une cacophonie de chuchotements et le sourire arrogant de la maîtresse de son mari. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais seul un sanglot étouffé sortit. L'humiliation était absolue. Juste quand la composture d'Isabella était sur le point de s'effondrer complètement, une nouvelle voix coupa l'atmosphère chargée du restaurant. Elle était calme, claire, et avait un poids d'autorité indéniable. Je crois que la jeune femme se trompe. Toutes les têtes, y compris celle d'Isabella, Ricardo et Claudia, se tournèrent vers la source. Une femme se levait d'un box à part. Elle avait peut-être 60 et quelques années, avec des cheveux argentés impeccablement coiffés et des yeux d'un bleu étonnamment aigu.
Elle était vêtue d'un simple mais exquisement coupé tailleur-pantalon bleu marine. Il n'y avait rien d'ostentatoire chez elle. Cependant, elle dominait l'attention de la salle plus efficacement que les bruits et les grands gestes de Claudia n'auraient jamais pu le faire. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse, son regard fixé non sur Isabella ou Claudia, mais directement sur Ricardo. À mesure qu'elle approchait de leur table, une vague de reconnaissance, suivie d'une panique pure et indubitable, envahit le visage de Ricardo. Son masque, soigneusement construit de calme distant, se dissolut, remplacé par un choc pâle et fantomatique. Il semblait avoir vu un fantôme. « Helena !» balbutia-t-il, sa voix à peine audible. « Quoi? Que fais-tu ici ?» La femme, Helena, s'arrêta près de leur table. Elle dirigea vers Claudia un regard bref et méprisant, comme si c'était un meuble légèrement intéressant, avant que ses yeux perçants ne se posent à nouveau sur Ricardo. « Je profitais d'un déjeuner tranquille, Ricardo, » dit sa voix uniforme et dangereusement agréable, « jusqu'à ce que ta négociation ne devienne assez bruyante. Ça fait longtemps. Tu n'as pas bien vieilli. La malhonnêteté semble s'installer sur tes traits. » Claudia, gonflée d'arrogance et indignée d'être ignorée, fit un pas en avant. « Excusez-moi, mais c'est une conversation privée. Qui êtes-vous » Helena dirigea enfin toute son attention sur Claudia. Elle ne semblait pas en colère. Elle semblait ennuyée, comme une biologiste examinant un spécimen commun et sans intérêt. « Mon nom est Helena Vargas, » dit-elle simplement. « Et toi, ma chérie, tu es un cliché, et un assez triste d'ailleurs. » Le nom Helena Vargas sembla aspirer l'air restant de la salle. Pour Isabella, le nom ne signifiait rien, mais elle vit l'éclair de reconnaissance et de peur dans les yeux de plusieurs spectateurs aux tables proches, des hommes plus âgés en costumes coûteux qui semblaient soudain très mal à l'aise. Et Ricardo semblait sur le point de tomber physiquement malade. « Maintenant, Ricardo, » continua Helena, son ton changeant de méprisant à chirurgical. « Je suis curieuse. Tu avais l'habitude d'avoir meilleur goût, un peu plus de subtilité. Ça, c'est simplement vulgaire. Mettre en scène une exécution publique de ta femme est profondément décevant. » Ricardo se leva en essayant de récupérer un peu de contrôle. « Helena, c'est une affaire familiale privée. Avec tout le respect, ce ne sont pas vos affaires. » Helena lâcha un rire doux et sec qui n'avait pas d'humour. « Oh, mais là tu te trompes. Quand tu construis toute ta carrière sur une base de vol et de tromperie, ton affaire devient mon affaire, spécifiquement quand ce que tu as volé était à moi. » Isabella regarda cette femme, Helena Vargas, complètement déconcertée. Vol, carrière. Qu'est-ce que cela avait à voir avec l'aventure? Claudia, cependant, vit sa victoire s'échapper et tenta de réclamer la narration. « Ce n'est pas un voleur. Ricardo est un homme brillant, associé de Sol Imar. C'est l'un des consultants les plus respectés de la ville. » Les yeux bleus aigus d'Helena se tournèrent vers Claudia, et cette fois, il y eut un éclair de quelque chose qui semblait presque de la pitié. « Pauvre fille, tu n'as aucune idée de qui tu as accroché, n'est-ce pas? Tu crois que tu es sa reine, mais tu es juste un autre pion, un jetable. » Puis, elle se tourna vers Ricardo, qui maintenant suait visiblement. Toute la dynamique avait changé. Ricardo et Claudia n'étaient plus les prédateurs. Ils étaient acculés. L'audience ne regardait plus Isabella. Tous étaient captivés par cette femme élégante et formidable qui était apparue de nulle part. Helena Vargas regarda du visage terrorisé de Ricardo à celui surpris d'Isabella. Elle donna à Isabella un petit signe de tête presque imperceptible, un geste d'alliance. Ce fut le premier moment de solidarité qu'Isabella avait senti de toute la journée. « Assieds-toi. » « Isabella, » dit Helena,
sa voix s'adoucissant légèrement. « Je crois qu'il y a quelque chose que toi et le reste de cette salle avez besoin d'entendre sur le vrai Ricardo Ruiz. » Le témoin était monté à la barre. Le procès était sur le point de commencer, mais l'homme sur le banc des accusés n'était plus Isabella. C'était son mari. Elena Vargas resta debout, une figure d'immense composture et de pouvoir. Le restaurant était si silencieux qu'on pouvait entendre le bourdonnement de l'air conditionné. Ricardo était paralysé. Son visage, un masque de peur primitive. Claudia semblait confuse et en colère. Sa scène de victoire soigneusement planifiée, détournée par une joueuse inconnue. « Laissez-moi vous raconter une histoire à tous », commença Elena, sa voix résonnant avec clarté. Elle ne criait pas, mais ses mots exigeaient l'attention de chaque personne dans la salle. Il y a environ 20 ans, j'étais associé principal d'une petite firme de conseil. J'ai donné une chance à un jeune fraîchement sorti de l'école de commerce. Il était ambitieux, charmant et affamé. Il me rappelait moi-même à cet âge. Son nom était Ricardo Ruiz. Elle fit une pause, laissant l'information s'installer. Elle regarda directement Ricardo. « Je t'ai formé, je t'ai ouvert des portes, je t'ai mis sur mon projet le plus important, un modèle révolutionnaire de logistique et de chaîne d'approvisionnement que j'avais développé pendant des années. Je l'ai appelé le projet Aurora. C'était le travail de ma vie. » Isabella observa Ricardo, qui sembla s'encroqueviller sous le regard d'Elena. Ses mains tremblaient. Le projet Aurora était destiné à redéfinir l'industrie, continua Elena, sa voix se durcissant, et Ricardo le savait. Il connaissait chaque détail, chaque algorithme, chaque projection. Et un week-end, pendant que j'étais parti rendre visite à ma sœur mourante, il est allé au bureau, a copié chaque fichier de mon serveur et a démissionné par email le lundi matin. 2 mois plus tard, Sol Imar annonça son innovant protocole Signe, qui miraculeusement gardait une étonnante ressemblance avec mon travail. Ce fut le protocole qui fit de sa firme un leader global. Ce fut le protocole qui fit de Ricardo Ruiz un associé. Il n'a pas seulement volé mon projet, il a volé mon héritage. Les halètements parcoururent la salle. Un homme à une table proche, un PDG connu, baissa lentement sa tasse de café, les yeux écarquillés. « Pourquoi n'a-t-elle rien fait ?» chuchota quelqu'un d'une autre table. Le regard d'Elena parcourut la salle. J'ai essayé, mais il a été astucieux. Il avait changé suffisamment de la terminologie, retouché quelques variables et l'avait déguisé avec du jargon corporatif. Ma firme était petite. Sol Imar avait une armée d'avocats. Ils m'ont enseveli sous les litiges jusqu'à ce que je ne puisse plus me permettre de me battre. Ils savaient que j'étais émotionnellement et financièrement épuisé par la maladie de ma sœur. Il a programmé sa trahison à la perfection. Ce fut un mouvement vicieux, brillant et sociopathique du genre qui, dans certains cercles, est récompensé. Puis elle retourna son regard perçant vers Ricardo. « Mais tu as commis une erreur, Ricardo. Tu as été arrogant. Tu as pensé que je disparaîtrais simplement, mais je suis une femme patiente et la technologie s'est améliorée notablement en 20 ans. Il y a quelques mois, j'ai engagé une équipe forensique numérique pour analyser mes copies de sauvegarde originales du serveur daté d'il y a 2 décennies, celles que j'ai gardées sur un disque dur poussiéreux dans mon bureau. Les métadonnées sont irréfutables. Elles démontrent ligne par ligne que toute ta carrière est construite sur un mensonge. » Ricardo trouva enfin sa voix, un cri désespéré et étouffé. « C'est de la calomnie. Tu ne peux rien prouver de tout ça. » Elena sourit, une ligne froide et tranchante comme une lame. « Je ne peux pas? J'ai eu une réunion très productive hier avec tout le conseil exécutif de Sol Imar,
et une autre discussion fascinante avec un journaliste gagnant du prix Pulitzer d'El País qui trouve l'histoire des origines frauduleuses d'un titan corporatif assez convaincante. L'article, je crois, se publie lundi. La couleur s'évanouit complètement du visage de Ricardo. C'était fini. Sa carrière, sa réputation, toute son identité fabriquée. Tout s'évapora en un instant. Mais Elena n'avait pas fini. Elle tourna son regard froid et analytique vers Claudia, qui regardait maintenant Ricardo avec une horreur croissante, les pièces s'emboîtant dans son esprit. « Et toi ?» dit Elena, sa voix s'adoucissant avec une sorte de pitié. « Laisse-moi deviner. Il t'a dit que tu étais différente, que tu le comprenais d'une manière que sa femme ne pourrait jamais. Il t'a promis un avenir, un partenariat, une vie de glamour. Il t'a probablement donné une petite bague ou des boucles d'oreilles coûteuses comme acompte de cet avenir. » Elle fit un geste vers les boucles d'oreilles en saphir que Claudia avait arborées avec tant de fierté. Il a utilisé les mêmes phrases avec l'associé Junior avec qui il a eu une aventure il y a 5 ans. Je le sais, parce que son père est un ami à moi. Ricardo a ruiné sa carrière dans la firme quand elle a menacé de l'exposer. Il utilise des femmes comme toi comme levier, comme renfort d'ego, et ensuite les jette quand elles ne sont plus commodes. Tu ne gagnais pas un homme, ma chérie. Tu sollicitais un poste temporaire avec de très pauvres bénéfices à long terme. Claudia regarda les boucles d'oreilles comme si c'étaient des serpents venimeux. Le sourire triomphant avait disparu, remplacé par un regard de dévastation et d'humiliation absolue. Elle n'était pas une gagnante. Elle était juste la dernière idiote dans une longue liste. Elle regarda Ricardo, ses yeux pleins de trahison et de dégoût. Puis, elle attrapa son sac et fuit le restaurant sans dire un mot. Maintenant, seuls Ricardo et Isabella restèrent à la table avec Elena Vargas debout au-dessus d'eux comme une figure de jugement. Ricardo s'effondra sur sa chaise, un homme brisé. Il regarda Isabella, ses yeux suppliants pour la première fois depuis des années. « Isabella, » commença-t-il, mais Elena l'interrompit. « Non, » dit sa voix, un ordre final et tranchant. « Tu n'as pas le droit de demander sa sympathie. Pas maintenant. » Ensuite, elle regarda Isabella, et son expression était d'une profonde compréhension partagée. 2 femmes de 2 générations. Gestions différentes, lésées par le même homme. Il ne lui reste plus rien à t'offrir, Isabella, dit Elena doucement. Ni argent, ni réputation. L'homme avec qui tu t'es marié a cessé d'exister il y a longtemps. Ce que tu fais maintenant dépend de toi. Sur ce, Elena Vargas acquiesça d'un geste final et décisif. Elle marcha vers l'avant du restaurant, paya sa note en espèces et partit, disparaissant aussi silencieusement qu'elle était apparue. Elle n'avait pas seulement défendu Isabella, mais elle avait démantelé les fondations du monde de Ricardo avec rien de plus que la vérité. La crucifixion publique était terminée, mais l'homme qui restait saignant sur la croix était Ricardo Ruiz. Le silence qui suivit le départ d'Elena Vargas fut assourdissant. Tout le restaurant semblait retenir son souffle. Ricardo resta effondré sur sa chaise, une coquille vide de l'homme puissant qu'il avait été il y a seulement quelques minutes. Les chuchotements recommencèrent, mais maintenant, ils n'étaient pas dirigés vers Isabella. Ils étaient dirigés vers l'homme déshonoré, dont la vie venait d'être détonnée publiquement. Isabella le regarda, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme avec qui elle avait construit une vie, et ne sentit rien. La colère était partie, la douleur était partie. Tout ce qui restait était une vaste et vide pitié. Il était pathétique. Son pouvoir avait toujours été une illusion,
un déguisement tissé d'idées volées et soutenu par des mensonges. Sans lui, il était juste un homme petit et effrayé. Lentement, délibérément, elle ramassa son sac, se leva, sa posture droite, la tête haute. Elle ne lui dit pas un mot, il ne restait rien à dire. Elle le regarda pour la dernière fois, non comme une épouse, mais comme une étrangère. Puis elle se tourna et partit. La sortie d'El Cuchara Dorada fut la plus longue de sa vie, mais contrairement à son entrée, celle-ci ne fut pas une marche de la honte. Elle pouvait sentir les yeux des autres clients sur elle, mais les regards étaient différents. Maintenant, ils étaient pleins d'étonnement, de respect, de sympathie. Alors qu'elle passait la porte principale, le gérant, un homme qui l'avait regardé avec pitié quelques instants plus tôt, se précipita pour l'ouvrir pour elle. Son expression était de profonde excuse. Sortir dans la rue ensoleillée de Barcelone ressembla à prendre sa première bouffée d'air pur après avoir été piégé sous terre. Le choc commençait à se dissiper, remplacé par une étrange et excitante sensation de légèreté. Le poids des tromperies de Ricardo, la charge de son abus émotionnel, la cage dorée dans laquelle elle ne s'était même pas rendue compte qu'elle était piégée. Tout s'était levé. Elle n'alla pas chez elle. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de cette maison, avec ses lignes modernes froides et ses chambres pleines de fantômes. Au lieu de cela, elle marcha jusqu'à un parc proche, trouva un banc vide et s'assit. Elle observa les enfants jouer sur les balançoires, observa les couples se promener main dans la main et laissa les larmes jaillir. Mais ce n'étaient pas des larmes d'humiliation ou de chagrin d'amour. C'étaient des larmes de douleur pour les 15 ans qu'elle avait perdus et des larmes de libération pour l'avenir, qui était maintenant, de manière effrayante et merveilleuse, une ardoise vierge. Les semaines suivantes furent un flou de paperasse d'avocats et de cartons d'emballage. Ricardo, comme Elena l'avait prédit, était ruiné. L'article d'El País fut une exposition dévastatrice et méticuleusement documentée, qui mit fin à sa carrière et fit de lui un paria dans la communauté des affaires. Il tenta de lutter contre le divorce, de s'accrocher à ses biens, mais il n'avait aucun avantage. Elena, son avocate, fut impitoyable. Isabella obtint la maison, une part significative de ses actifs liquides et sa liberté. Elle mit la maison sur le marché immédiatement. Elle ne voulait aucun rappel. Une après-midi pluvieuse, alors qu'elle rangeait de vieux cartons dans le grenier, elle trouva son ancien équipement de caméra professionnelle, objectifs et trépieds, dormant dans leurs étuis faits sur mesure. Elle en ouvrit un, ses doigts traçant le métal froid du corps de la caméra. Elle la leva jusqu'à son œil, le poids familier et réconfortant dans ses mains. Une partie d'elle, qu'elle croyait morte il y a longtemps, revint à la vie. Un mois plus tard, une petite carte manuscrite arriva à son nouvel appartement, beaucoup plus petit. Le papier cartonné était épais et cher. La note était brève. « Isabella, j'espère que tu trouves ton nouveau départ. J'ai entendu dire que tu es retournée à la photographie. Le monde a besoin de plus de gens qui savent capturer la vérité. Si jamais tu as besoin d'une alliée ou simplement d'une tasse de café, tu as mon numéro. Cordialement. Elena Vargas. » Isabella sourit. Un sourire authentique et sans fardeau. Elle avait vendu le chef-d'œuvre architectural et vivait maintenant dans un loft avec une lumière naturelle brillante. Ses journées n'étaient pas remplies de la gestion d'un agenda social, mais de redécouvrir la ville à travers son objectif, trouvant la beauté dans les lignes dures des ponts et la géométrie cachée des ruelles. Elle était pauvre d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des années, mais elle se sentait plus riche que jamais dans sa vie.
Son humiliation à El Cuchara Dorada avait ressemblé à une fin. Mais maintenant, elle se rendit compte que ce ne l'était pas. Ce fut une démolition violente, douloureuse et nécessaire. Ce fut la destruction d'une structure condamnée pour faire place à quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose qui était complètement à elle. Elle prit sa caméra, regarda l'horizon de la ville et sut avec une certitude qui s'installa profondément dans ses os qu'elle était enfin prête à commencer à construire. L'histoire d'Isabella est un rappel puissant que nos moments les plus bas n'ont pas à nous définir. Ce qui a commencé comme un plan cruel et calculé pour l'humilier est devenu le catalyseur de sa libération. Elle nous montre que la force ne consiste pas seulement à supporter la douleur, mais à avoir le courage de s'éloigner d'une vie qui n'est plus la vôtre et d'en construire une nouvelle à partir de zéro. C'est aussi une histoire sur les anges et alliés inattendus que nous trouvons dans nos heures les plus sombres, des étrangers qui voient notre lutte et choisissent de défendre ce qui est juste. L'intervention d'Elena Vargas ne fut pas seulement par vengeance, ce fut un acte de justice qui donna à Isabella l'opportunité de réclamer sa propre narration. Si cette histoire de résilience, de justice et d'émancipation a résonné, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un rappel de sa propre force intérieure. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle qui inspirent et nous rappellent l'incroyable pouvoir de l'esprit humain. Merci d'avoir écouté.